Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un... Ça va bien commencer, ça. Couchez. Là, couche-toi. Bon, je sens que ça va être le bordel, encore une fois. Donc, je voulais vous parler d'un jeu qui vient d'arriver sur nos étagères, hein. Je voulais vous parler de Valérian. Alors Valérian, en fait, c'est un jeu édité par Leto, hein, les éditions du Troisième Œil. C'est une création française, c'est un jeu de Laurent Rambourg et de, je ne sais plus, excusez-moi d'oublier son nom, le chat est dessus, Igor, bordel, Aurélien Meteloukov, Aurélien Alérini. Et donc, bien entendu, là, qu'est-ce qu'on va être dans pile poil dans le monde de Valérian et Laureline, donc des BD, hein, bien entendu. Donc en fait, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on se retrouve avec un bouquin au format MOOC, hein, de 408 pages, une qualité, une finition qui est extraordinaire, moi je trouve. Je vais vous la feuilleter un peu, parce que, parce que franchement, bon, on est sur du papier classé, mais à la limite, quand on parle de BD quelque part, ça me dérange un peu moins. Donc on est sur 408 pages. Alors j'avais un peu peur, effectivement, de 408 pages en format MOOC pour la relure, mais en fait la relure est d'excellente, excellente qualité. Ça, il n'y a rien à dire. Vous pouvez l'ouvrir quasiment à plat. D'ailleurs, je l'ai ouvert quasiment à plat. La relure ne bouge pas. C'est vraiment du très beau travail. Du très très beau travail. Alors je vais feuilleter un peu avec vous l'intérieur. Alors, vous allez voir, parce que franchement, on se retrouve avec énormément, un nombre incalculable de planches en fait du regretté Mézières, hein. On voit tout de suite effectivement qu'on est on est dans le monde de la BD, hein. On est vraiment dans la BD, hein. Donc vous voyez, c'est une présentation très claire, un peu classique avec ce fond blanc. Par contre, ces deux liserés de chaque côté, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment du très 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 beau matos, hein. Ça, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça, c'est la couve du premier d'ailleurs, si je me souviens bien. Voilà. Donc là, on se retrouve effectivement avec. On va y aller rapidement, hein. C'est pas la peine de. Je vais vous montrer un peu, vous voyez, vous avez quand même des planches, hein. Il y a un nombre incalculable de planches, d'ailleurs, en fait, c'est ce qui a aussi fait que le jeu est arrivé avec pas mal de retard, hein. Les allers-retours de validation ont visiblement été horribles. Mais voilà, nous, on se retrouve avec un magnifique ouvrage, en tout cas, vraiment pour les amoureux de la BD. C'est vraiment un super produit. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Bah, forcément, on est dans Valérian et Laureline, donc on joue en fait des agents spatio-temporels au service de Galaxity, en fait la Terre en je ne sais plus quelle année, enfin bon, peu importe, vous avez dedans, il y a la timeline d'ailleurs, qui va vous rappeler tout ça. Donc en fait, vous allez jouer exactement comme dans les BD, donc des agents spatio-temporels qui vont avoir différentes missions. C'est un jeu à mission, Valérian, hein, il faut être bien clair. Vous allez aussi bien pouvoir vous trimballer dans l'espace sur les autres planètes que l'on a déjà vu dans la BD, et il y en a énormément. Je vous parlerai de l'Atlas, qui est vraiment super bien fait. Vous avez, où vous pouvez également voyager dans le passé. Je rappelle que le futur n'existe pas. Dans le passé de la Terre, en fait. Et donc, vous allez réaliser des missions pour le gouvernement de Galaxity, jusqu'à ce que, éventuellement, votre agent dévite ses convictions initiales, et voilà. Enfin, bon, j'en dirai un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce que l'on joue? Oui, bien sûr. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que si vous avez jamais lu la BD, je suppose que vous serez peut-être... Enfin, quelqu'un qui n'a jamais lu la BD et qui prend le jeu de rôle risque d'être très fort perdu, hein, parce qu'on va avoir des descriptions des mondes, des descriptions des PNJ, mais comment tout ça s'articule
l'esprit de la BD, il faut peut-être quand même avoir vraiment lu alors vous n'êtes pas obligé de lire tout, mais au moins quelques albums pour vous donner quand même une idée du monde. Car le monde, en fait, avec les mots fleuris de Mézières, hein, avec les noms improbables d'extraterrestres, avec les noms improbables d'équipements, de planètes, de tout ça, enfin bon bref, on est quand même dans un monde bien particulier. Alors bien sûr, là, on va vous le décrire, mais comme dit l'auteur, en fait, on ne vous l'explique pas. Hein, le jeu n'est pas là pour vous expliquer le monde de Valérian et Laureline. Donc là, effectivement, la BD, la lecture de la BD, la lecture de quelques albums me semble absolument indispensable. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée les personnages, à quoi ils ressemblent, et on va commencer petit à petit à rentrer dans les règles, histoire de vous montrer tout ça. Après, je vous montrerai tout ce qui est Atlas, tout PNJ, enfin toutes les particularités du jeu, qui en font selon moi, je spoil un peu ma conclusion, un excellent jeu. Alors, qu'est-ce qui va caractériser votre personnage? Vous verrez que ce n'est pas un jeu justement à caractéristiques. Il n'y a pas de caractéristiques. Il y a un tas de choses différentes en fait qui vont modeler votre perso. Donc, vous allez déjà lui choisir une origine. Alors, l'origine, vous pouvez venir de point central. Point central, c'est un peu la station tentaculaire qui regroupe à peu près toutes les espèces de la galaxie. Vous pouvez venir de Galaxity, vous pouvez venir d'autres planètes également, et vous pouvez également venir du passé de la Terre, exactement comme Laureline, elle est issue de l'an 1000, grosso modo. Donc vous pouvez venir de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes ou de l'époque contemporaine. Donc en fait, où vous venez de l'époque actuelle, donc du présent, donc c'est 2720, ou alors ou d'une autre planète, effectivement, de la galaxie, mais toujours à cette époque-là, ou alors du passé de la Terre. Donc ça va être votre première chose. Le cursus, l'origine. Après, vous avez le cursus académique, parce que même si vous jouez des agents, en fait, vous pouvez venir de différents services, on va dire. Différents services du SST. Vous avez les mentalistes, les diplomates, les parachutistes, les scientifiques, les contre-espions et les éclaireurs. Alors, sachant que les contre-espions, il n'y a que le personnage et le maître de jeu le cerveau, qu'on appellera ici, qui sait s'il y a un contre-espion, car ce fameux contre-espion est censé faire des rapports sur l'équipe. Voilà. Vous avez donc votre cursus académique, comme je vous ai dit. Alors, n'attendez pas à avoir des compétences derrière. Ça va être juste on vous explique simplement, vous voyez, pour un diplomate, son domaine de compétences, qu'est-ce que c'est un diplomate, et son domaine de compétences. Mais c'est tout, c'est pas des caractéristiques que vous mettez ça nulle part. Vous mettez simplement qu'il fait partie du service politique des exos solaires. Voilà, par exemple. Alors voilà, vous avez ceux que je vous ai décrits. Alors son grade, on s'en fout, tout le monde commence grade 1, en sachant que alors le grade maximum c'est grade 6, et le grade minimum c'est grade 0. C'est-à-dire si vous êtes rétrogradé au grade 0, en gros, vous prenez la porte en fait du service spatio-temporel. Grosso modo, vous pouvez éventuellement continuer à jouer votre perso en loose D du service spatio-temporel, mais ça, c'est un autre sujet. Vous voyez, alors vous avez des points de promotion qui vont être en positif ou en négatif en fonction du succès de votre mission. Alors, à différents endroits en fait dans le jeu, on vous parle de Valérian et Laureline ont pris le relais. Vous avez lancé un SOS à Valérian et Laureline. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est pour vraiment rester dans le cadre de la BD, et pour bien la marquer. C'est-à-dire que si vous avez un problème à un moment donné dans votre mission, vous pouvez contacter effectivement d'autres. Alors ça peut être Valérian et Laureline, ça peut être d'autres agents. Valérian et Laureline, c'est à mon avis beaucoup plus pour la couleur BD qu'autre chose. Mais si vous pouvez éventuellement contacter d'autres agents spatio-temporels pour venir vous aider, ou alors qui vont reprendre le relais parce que vous avez tellement merdé
que vous êtes rappelé et une équipe prend votre place. Et donc vous allez gagner, alors là, en l'occurrence, vous allez en perdre des points de promotion, mais si vous réussissez, vous allez gagner des points de promotion qui vont vous faire monter en grade. Monter en grade, alors ça va augmenter un peu votre souffle, hein, donc ce qui est un peu les points de vie, mais aussi pouvoir accéder à des équipements particuliers, à un vaisseau spatio-temporel plus, comment dire, plus perfectionné, acheter des options, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, alors ça, c'est les premiers trucs. Le grade, je viens d'en parler, l'équipement, j'en ai parlé. Votre souffle, alors votre souffle, c'est grosso modo vos points de vie, hein, mais vous verrez qu'en fait, dans le jeu-là, il n'y a pas de point de vie, il n'y a qu'un souffle. Pourquoi? Parce qu'on reste dans le cadre d'une bande dessinée. Et vous n'êtes pas censé mourir, enfin en tout cas, vos personnages ne sont pas censés mourir par des armes à feu, ils vont être neutralisés, ils vont être assommés, ils vont être blessés, mais ils vont pas mourir. Alors à moins, bien sûr, que la situation fasse que le cerveau n'ait pas trop le choix ou décide d'eux, mais en tout cas, par le système en lui-même, vos personnages ne mourront jamais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez accès à des modules, tout ça, ça fait l'équipement, ce que je viens de parler. Et vous avez aussi alors là, je vais arriver directement plutôt à la feuille de personnage, ça sera beaucoup plus simple. Alors là, le tableau de bord, c'est le tableau de bord de la mission. Vous avez les coups d'avance du cerveau, je vous en parlerai plus tard. Vous avez votre vaisseau, sa fiabilité, ses modules, ses options, etc. Vous avez le réservoir d'Ultralum, ou d'Ultralum, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Lui, ça va être, en fait, votre réservoir est de combien vous allez pouvoir voyager dans l'espace et dans le temps également. Voilà. Donc en fait, la feuille de personnage se compose comme ceci. Et ici, on parle de CV. Alors, comme je vous ai dit, vous avez toute la partie origine, donc le passé de la Terre ou le présent de Galaxity, son grade, son service, sa personnalité. Quand vous allez créer un personnage, alors vous avez en fait des, alors d'un côté vous avez Valérian, de l'autre côté vous avez Laureline, vous avez un peu comment dire, la personnalité qui va être un peu sur Valérian, et la personnalité qui est sur Laureline. Alors là, on s'en fout complètement. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. En fait, moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que Laureline, vous voyez, dans les bandes dessinées, ça va être elle qui va être, elle va être beaucoup plus extravagante que Valérian, etc., etc. Et donc, vous allez choisir un trait de personnalité et un seul. Vous serez emmené à choisir d'autres comment dire, en cours de partie, en cours de campagne. Mais alors, bien entendu, là, ils sont pas genrés. Hein. C'est pas parce que vous jouez un agent, un homme, que vous devez choisir ce côté de la personnalité. Vous pouvez en prendre de l'autre côté. Et si vous jouez une femme, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre la personnalité qui se trouve ici. Alors, vous voyez, vous avez protecteur opposé à ouverte à l'expérience, méthodique opposé à opportuniste, réservé à extraverti, soupçonneux à avenant, et endurci à sensible. Les modules mnémoniques, je vais passer dessus, c'est en fait les modules qui vous permettent de connaître en fait l'époque où vous vous trouvez, en fait, ou les planètes où vous vous trouvez, et tous les équipements que vous allez pouvoir avoir avec leur niveau de fiabilité. En gros, la fiabilité, c'est effectivement, vous avez 2 points de fiabilité quand vous l'utilisez ou qu'elle se prend qu'elle se prend des dégâts ou ce genre de choses, elle perd en fiabilité, elle finit par ne plus fonctionner. Vous avez ce cadre-là qui est vachement important, c'est la conviction. Au départ, vous êtes humaniste, c'est-à-dire que humaniste ne veut pas dire que vous avez une grandeur d'âme. Humaniste, ça veut dire que vous croyez absolument à la suprématie des humains en fait dans la galaxie, telle qu'est la doctrine de Galaxity. Et en fonction de vos aventures, de ce qui va vous arriver, vous allez pouvoir peut-être dériver vers en fait d'autres convictions relativistes finalement. Peut-être que tout le monde a sa place et que l'humain n'est peut-être pas si exceptionnel que ça, jusqu'à en fait des trucs, des convictions extrêmes qui sont constructivistes et universalistes. Bon, je vous passe le détail là-dessus.
tout est expliqué, la manière des conséquences. Parce qu'il y a des conséquences forcément. Vous avez les exploits. Alors les exploits, c'est-à-dire que quand vous réussissez en cours de partie une action, un jet, n'importe quoi, au-dessus d'une certaine difficulté, et bien sûr que ça a un effet sur le cours de la partie, bah, vous gagnez un exploit. Il va être confidentiel. Alors je ne me rappelle plus le niveau de difficulté qu'il faut atteindre, on verra ça peut-être après. Il va rester confidentiel et valable uniquement pour la partie. Vous allez noter ce que vous avez fait. Et si vous avez fait un exploit légendaire, ça veut dire que vous avez vaincu on va dire un degré de difficulté qui normalement vous n'auriez pas pu le faire. Et bien dans ce cas-là, c'est un exploit légendaire. Vous allez noter ce que vous avez fait. Et celui-là, par contre, il va rester pour toute la vie de votre agent. Je pense que vous ne voyez pas trop où je veux en venir avec tout ça. Vous allez vite comprendre. Donc après, vous avez le souffle. Hein. Comme je vous disais, c'est des points de vie. Je crois que vous commencez avec 3 points de souffle. Ce qui est... Ouais, je crois que c'est 2 plus 1 pour le grade. Et puis après, vous en gagnez. Donc je crois que vous commencez avec 3 points de souffle. Et quand vous arrivez, grosso modo, à 0 point de souffle, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des états pénalisants qui sont tous ici. Vous pouvez être blessé, ça c'est un état physique, vous pouvez être crétinisé, j'adore en fait les termes et en fait l'auteur. Alors ce que j'ai pas dit, on continue Fred, blessé, crétinisé, confus, assommé, être transformé en autre chose, ou être capturé. Ça c'est des états pénalisants. Vous remarquez que vous n'avez pas, vous êtes mort, parce qu'en fait vous ne pouvez pas mourir. Voilà, c'est ce que je disais. Vous pouvez obtenir 2 états physiques. Une fois que vous êtes blessé, vous êtes blessé. Si vous reprenez un état blessé, il ne va pas s'aggraver. Par contre, vous pouvez être blessé et assommé, par exemple. Hein, on a des armes létales. Les armes létales, quand vous arrivez à 0 à cause d'une arme létale, vous êtes blessé. Sinon, vous arrivez à 0 à cause d'une arme non létale, vous êtes assommé. Vous voyez un peu le principe. Alors ça, vous allez me dire, c'est quand même bizarre, ce machin. Non, c'est pour... en fait, parce que tout le jeu est fait pour rester dans l'esprit de la BD. Jamais Valérian ou Laureline n'ont jamais été en position d'être tués. Ils ont été capturés plusieurs fois, ils ont été transformés dans d'autres choses, ils ont été crétinisés éventuellement. D'ailleurs, on a des exemples. Mais ils ne seront jamais tués. Voilà. Alors, on arrivera à peu près à la résolution d'action, mais après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce niveau-là? Du coup, je sais plus. Bon, c'est pas très grave, ça me reviendra. On va passer à la suite. Et donc là, un peu à la résolution des actions qui fait suite directement à la feuille des personnages. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça m'est revenu ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, dans le jeu que je trouve très bien, c'est-à-dire à plusieurs endroits, en fait, vous avez l'auteur qui nous explique pourquoi il a fait la règle comme ça, et pas autrement, à quoi ça correspond. Et moi, j'aime bien ces petites explications quand un auteur nous dit, voilà, moi, ma vision, c'était ça, et je l'ai traduite telle quelle. Donc ça, c'était le petit détail que j'aime bien. Donc, comment ça se joue? En fait, ça se joue avec des D6. Alors, ne prenez pas garde à mes dés, c'est des dés de Cthulhu, on s'en fout. Ça se joue avec des D6. Quand vous voulez résoudre une action, vous avez de base 2 D6. Vous allez pouvoir rajouter en main 4 dés au maximum. Chaque dé va correspondre à un atout. L'atout, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est n'importe quoi de votre feuille de personnage qui va pouvoir s'appliquer à la situation. Ça peut être votre cursus. Par exemple, le diplomate. Vous entrez en négociation avec un des responsables galactiques, vous allez avoir un dé, par exemple. Ça peut être votre personnalité, comme on a vu tout à l'heure. Alors, je crois que j'ai imprimé une feuille de personnage, oui. On va mettre là, c'est un peu simple. Voilà. Donc, ça peut être votre personnalité. Hein. Ça peut être un objet qui va vous aider à le faire, ça peut être vos exploits aussi, confidentiels ou héroïques, d'où l'intérêt de les garder, et on va en faire un grand... Et ça va vous donner un certain nombre de dés,
en plus de vos 2 dés de base. Voilà. Alors, vous voyez. Donc vous pouvez avoir au maximum 6 dés dans la main. Et pour réussir... Alors, il y a 2 particularités. Si vous faites un 1, le 1, vous pouvez lui attribuer, c'est le coup de génie en fait, vous pouvez lui attribuer une valeur entre 2 et 6, comme vous voulez. Si vous faites un... Alors là, c'est la phase de Cthulhu, ok, des grands anciens, mais si vous faites un 6... Normalement, elle vaut 6, mais dans certaines compétences, dans certaines circonstances, elle peut valoir 0 ou moins 6. Quand vous êtes blessé, par exemple, quand vous êtes blessé, elle peut valoir 0. Quand le cerveau dépense un point d'avance, on va dire, elle peut valoir 0. C'est-à-dire quand le jet est ce qu'on appelle dans le jeu, quand le jet est truqué. Le jet peut être truqué pour un tas de raisons différentes. Et donc, quand vous tombez sur un 6, eh ben, il ne vaut pas 6, il peut valoir 0 ou moins 6. Ensuite, alors vous allez comprendre pourquoi on peut attribuer une valeur entre 2 et 6 sur un jet de 1. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez, voilà, la table des difficultés. Elle est là. 6, c'est très facile. Je crois que effectivement, quand on fait 24, ou alors je sais plus si c'est 24 ou 21, c'est un exploit légendaire. Et pour réussir une action, il faut cumuler la valeur, voilà, c'est pas énormément de bol, 6 c'est 12, 13, 14, 15 points. Donc si ma difficulté était de 15, comme j'ai fait exactement le même nombre, c'est une réussite parfaite. S'il fallait faire 12, ben dans ce cas-là, ça peut être une réussite excessive. C'est-à-dire, si c'était un test critique, bah, ce que vous avez fait, ça a peut-être provoqué d'autres... Alors, vous avez réussi à votre action, mais peut-être trop bien, en fait. Hein, elle a peut-être provoqué autre chose. Ou à vous de l'inventer, ou au maître de jeu de l'inventer, etc. Donc, du coup, en fait, l'objectif, c'est de faire une réussite parfaite, de faire le même nombre. Donc, vous comprenez tout de suite pourquoi le 1 peut être transformé en n'importe quoi. Hein. Voilà. Par exemple, admettons que j'aurais fait 14, ou non, j'aurais fait 16, ce qui est une réussite excessive. Eh ben, j'aurais pu transformer, je sais pas, admettons que j'ai fait 16, j'ai fait 6 et 6, 12, alors on va faire autrement, 12, 16, et non, voilà, j'ai fait 14, et j'ai fait 15. Et en fait, il fallait 18. Bah, mon 1, pourquoi ne pas le transformer en 6? Parce que ça va dépasser la réussite, donc ça va être une réussite excessive. Par contre, je peux le transformer en 4, par exemple, et là, je vais réussir mon jet de 18, une réussite parfaite. Et en gros, ça, vous avez en gros 90% du système. Hein, donc l'auteur nous explique que c'est un hack de Win, et voilà. Et donc, quand vous réussissez, ça va vous donner un impact. L'impact peut être sur vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les joueurs qui lancent les dés. Les PNJ ont des valeurs, alors la valeur c'est subtilité quand il essaye de vous manipuler, par exemple, ou ça va être force dès qu'il utilise une force brutale. Et donc là, le maître de jeu va vous expliquer, bah, tu vas me faire un test critique parce que tu as les sbires de Xombluk qui sont en train de te tirer dessus, par exemple. Et donc, les sbires en question ont une valeur de qu'est-ce que je viens de vous dire? Oui, c'est ça. Ils ont une... Alors, ça... Ouais, putain. Ont une valeur de force. Et dans ce cas-là, c'est cette valeur-là qui va être votre difficulté du dé. Si vous réussissez, vous faites un impact, vous faites 1 d'impact, et je crois qu'une réussite parfaite, c'est 2 d'impact, un truc dans le genre. Et donc, c'est sur les objets ou les PNJ, par exemple, que vous allez
leur faire baisser leur fiabilité, hein, parce qu'en fait, tout ce qui est objet ou PNJ a une valeur de fiabilité. En général, c'est 2. Quand ils arrivent à 0, ils sont vaincus. Sauf que le cerveau, pour les antagonistes, peut dépenser des points d'avance pour les remotiver et qu'ils reviennent plus tard dans l'action. Donc quand ils sont vaincus, bah voilà, ils sont à terre, ils sont machin, enfin ils sont vaincus, ou ils ont fui, enfin ce que vous voulez. D'ailleurs c'est pareil, hein, on est dans la BD, vous n'êtes pas là pour buter vos ennemis, on n'est pas dans du Conan, hein, vous n'entendrez pas les lamentations de leurs femmes, quoique vous pouvez décider de le faire, mais dans ce cas-là, vous aurez des points en négatif pour la réussite de votre mission, car on n'est pas là pour buter tout le monde. Et donc, en fait, là, vous avez à peu près tout le système se trouve là, effectivement. Un nombre de D6, donc 2 D6, sur lesquels vous allez en rajouter d'autres, en fonction de ça s'appelle des atouts. Hein. Donc les atouts, alors je vous parle, il y a encore une autre manière de transformer les atouts en dés, on peut les transformer en autre chose, mais bon, peu importe, on n'est pas dans le détail. Et tout va se jouer comme ça. Nombre de dés, cumulez les faces et vous devez battre une difficulté. En tout cas, vous devez l'égaler pour avoir une réussite parfaite. Et tout va jouer là-dessus. Et donc, effectivement, on se retrouve avec un système très simple. Hein. Et l'impact, par exemple, admettons qu'on vous tire dessus et que vous n'arrivez pas à égaler la difficulté qu'on vous demande, dans ce cas-là, c'est vous qui prenez l'impact, c'est vous qui perdez des points de souffle. C'est tout. Si vous réussissez, c'est l'adversaire qui va prendre des points de fiabilité. C'est tout. C'est relativement simple. Pour moi, je pense que ça roule très bien. Et justement, là, on est là pour faire on est là pour effectivement faire de l'aventure et pas pour avoir. Alors le système n'est pas simpliste, il est simple, mais il y a quand même quelques variations assez intéressantes. Donc je vais vous parler un peu plus en détail maintenant. Sur les règles de base, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, oui, les états, on ne meurt pas, ça je vous l'ai dit, les exploits, tout ça, je vous en ai parlé, les réussites excessives, les échecs. Alors oui, vous pouvez aussi avoir un échec cinglant. Alors, pour faire un échec, hein, vous n'avez pas atteint la difficulté, et si, le cerveau dépense un point, un coup d'avance, on va dire, et bien dans ce cas-là, votre échec, au lieu d'être un échec normal, ça va être un échec cinglant, donc un échec critique. Voilà, grosso modo. Maintenant, je vais vous parler un peu du cerveau et de ses règles un peu particulières. Et vous allez voir, on reste dans la... Comment ça s'appelle? Enfin, on reste vraiment dans l'esprit BD, et ça, j'aime bien. Alors, je vais vous parler un peu du cerveau. Hein. Comme dans toutes les BD, il y a un grand méchant, surtout, donc dans toutes les BD de Valérian et Laureline, enfin, vous avez là un cerveau qui va être derrière. Le plus connu, c'est Xonblu, que je me rappelle même plus, purée, ça fait longtemps. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps pourtant, mais ok. On verra ça plus tard. Donc vous avez un cerveau. Le cerveau qui contre vous commence avec des coups d'avance, parce que forcément, il a déjà commencé son plan machiavélique, le petit salopard. Et avec ses coups, alors il va pouvoir en gagner si vous n'avez plus d'indices, si vous êtes obligé de vous reposer, enfin ce genre de choses, si vous êtes capturé, si vous êtes en panne d'indices, enfin si vous appelez quelqu'un à l'aide pour vous aider à avancer, tout ça, il va gagner des points d'avance. Par contre, il va pouvoir en dépenser. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'une fois qu'il a atteint un certain nombre de points d'avance, eh ben, il a mis son plan à exécution et vous avez échoué votre mission. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Alors, il y a des choses qu'il va pouvoir faire. Il va pouvoir... Alors, comme je vous ai dit, on peut truquer le test. Alors, le test, c'est quand on fait un 6, je vous ai dit, la valeur peut être de 0 ou moins 6. Si elle est truquée pour une seule raison, genre un état, elle vaut 0. Par contre, si elle est truquée pour 2 raisons, votre 6, il devient moins 6. Ce qui est un peu chiant, hein, on est bien d'accord. Et quand l'état d'alerte est déclenché, ça veut dire qu'en gros, vos PNJ se sont fait remarquer par un PNJ antagoniste, et donc dans ce cas-là, le cerveau a été mis au courant. Dans ce cas-là, il va pouvoir
truquer les tests. C'est-à-dire qu'il peut dépenser des coups d'avance, donc il va en perdre du coup, pour vous dire, bah, une fois que vous allez lancer le dé, une fois que le dé est lancé, il va vous dire, bah, le jet, il est truqué. Et tes 6 là, bah, il va pas 6, il va le 0. Surprise, hein, ça peut être effectivement un sabotage dans les machines, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est à vous c'est en fait au cerveau de dire ce qui se passe exactement. Et ça, moi, je trouve ça assez sympa. Donc l'impact, le souffle, je vous en ai parlé, tout ça, les états pénalisants, je vous en ai parlé, la fiabilité. Donc en fait, dans le jeu, tout ce qui n'est pas personnage joueur a une valeur de fiabilité de 2. Les personnages, les PNJ alliés aussi, parce qu'en fait, vous verrez, je vais vous montrer, il y a eu un travail de titan sur les PNJ. Chaque PNJ peut vous apporter en fait vous aider, mais par contre, ça fait baisser sa fiabilité. Et quand il n'en a plus, bah, il ne peut plus vous aider. Ou alors, bah, il va falloir le remotiver. Voilà. Voilà, oui. Quand un PNJ allié n'a plus aucun point de fiabilité, il ne peut plus prêter d'atouts ni rendre service. Dès qu'il en a l'occasion, il fait son au revoir et retourne dans son décor d'origine. Mais il peut être remotivé éventuellement. Et les PNJ alliés, il y a plein de remotivations possibles, c'est vraiment bien fait. Les PNJ adverses, comme je vous ai dit, quand ils arrivent à 0, bah, ils sont neutralisés, on va dire. Par contre, encore un petit détail du cerveau, c'est-à-dire que si c'est un PNJ intrigant, dans ce cas-là, il peut dépenser un coup d'avance pour le faire revenir en scène un peu plus tard. Et donc, ça s'appelle le remotiver. Voilà. Voilà. Truquer un test, donc je viens de vous en parler. Les coups d'avance sont ici. Donc les coups d'avance. Donc le cerveau commence à partir avec une réserve de 10 coups d'avance. Il va pouvoir en gagner, genre capture, l'interlude ou la panne. Capture, vous êtes capturé. L'interlude, vos personnages, en gros, interrompent leur mission pour se remettre en situation. Hein, à un moment donné, vous avez d'ailleurs la vignette. Elle n'est pas là. Elle est là, mais je ne sais plus où elle est. C'est la première vignette, en fait, du premier album de Valérian, où vous avez Valérian et Laureline qui sont en train de se reposer, en train de jouer aux échecs 3D, si je me rappelle bien, dans une ferme sur Vénus. Donc la capture va vous faire gagner des points d'avance, l'interlude va vous faire gagner des points d'avance, la panne, alors ça va être la panne d'indice, va vous faire gagner des points d'avance, la panne technique, hein, ça c'est la panne, alors, parce que la panne d'indice, bah, vous n'avez plus d'indice, vous savez plus quoi faire, dans ce cas-là, le cerveau gagne un coup d'avance, la panne technique, ça c'est un incident matériel, il va gagner un coup d'avance, en fonction de la durée du dépannage, etc. Vous pouvez perdre également, le cerveau peut perdre des coups d'avance en étant découragé, par exemple. Il peut remotiver des PNJ, donc il va dépenser des coups d'avance. Il peut truquer un test, il va dépenser des coups d'avance, etc. L'état d'alerte, bah, c'est à peu près ce que j'ai dit. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Vous avez un système d'initiative, c'est un test opposé. Vous pouvez faire des alliances avec des PNJ. Vous avez en fait vous avez un carnet de contact avec tous vos PNJ. Au départ, vous avez tous les PNJ possibles. Vous ne les connaissez pas au départ. Et en fonction qu'au moment où vous allez les rencontrer ou pas, vous allez pouvoir cocher en fait comme quoi vous allez les rencontrer. Et éventuellement que vous avez fait une alliance avec et ils sont susceptibles de venir vous aider. Vous avez les tares, ça j'y viendrai après. Des règles sur l'ultralhomme pour vous déplacer effectivement dans la galaxie ou dans le temps, avec des risques selon si vous prenez des routes sécurisées ou pas. Bref, ce n'est pas un système qui est simpliste, c'est un système simple, mais qui aborde à peu près tout ce que vous avez besoin pour mener votre aventure au mieux. Alors là, je vais vous parler de l'Atlas, parce que il y a vraiment vous voyez, vous avez les règles, ça fait voilà, grosso modo 90 pages. Et le reste, bien que vous ayez des règles ou pas dedans, un peu, hein, il y a encore 2-3 règles qui vont venir, quasiment tout le reste, c'est de la description d'univers. Et ça, c'est top, c'est vraiment top. Là, on commence par la cosmographie. Donc, en fait, vous avez la carte galactique, je vais passer très rapidement dessus, hein, avec point central, Galaxity, etc. Mais la distance qui est là, c'est la distance de voyage
ça va, enfin, vous donnez la distance de voyage et combien vous consommez d'ultralum, machin, etc. Donc, mine de rien, vous avez quand même une petite carte qui n'est pas que là que pour faire beau. Vous avez tous les secteurs galactiques avec leurs différentes planètes et leurs planètes mineures, et derrière, vous avez, alors je vous ai pas parlé des relais spatio-temporels, hein, pour voyager, on va dire, sereinement, vaut mieux voyager entre deux relais spatio-temporels. Et là, justement, en fait, vous avez, quand vous commencez une campagne, vous voyez ces petits satellites qui représentent là où il y a déjà eu des relais spatio-temporels d'installer. Les autres, bah, vous allez les mettre en place en fonction des aventures que vont mener vos agents. Et alors, on vous parle du continuum avec espace-temps, on vous parle des planètes, et là, derrière, vous avez par secteur galactique, donc voilà, secteur galactique 1, 2, 3, 4. Vous avez en fait les planètes majeures. Toujours avec les fabuleux dessins de Mézières, qui avaient un talent extraordinaire. On va vous expliquer, effectivement, point central, enfin bon, je ne vais pas vous faire le détail, hein, je ne vais pas vous lire les règles, et à chaque fois, enfin, pas les règles, le lore, et à chaque fois, vous avez, vous voyez, en dessous de point central, vous avez deux noms. Les deux noms-là correspondent, en fait, à un album qui fait référence à point central, où Valérian et Laureline vont s'y trouver dedans. Et franchement, ça c'est vachement bien, c'est bien pensé parce que si je veux par exemple plus de descriptions que ce qu'il y a dans le bouquin, bah, je regarde l'album en question et je vais trouver toute la description de la planète. Mais vous voyez que vous avez quand même déjà, vous avez tout le politique sur point central, vous avez quand même les sites notoires, vous avez quand même du matos, hein. On n'est pas là simplement pour vous dire regardez la BD, ce qui n'est pas vrai. Vous avez un énorme boulot qui a été fait à ce moment-là dans le bouquin. Galaxity, bah, c'est pareil, on va voir, alors là c'est la Terre, vous voyez, vous avez les cercles, les services, la chronologie de Galaxity, les différents services effectivement auxquels peuvent appartenir vos personnages, les principaux sites. Vous avez les planètes mineures du système solaire, vous avez Mars, vous avez Vénus, donc là c'est deux petits paragraphes, et après vous avez les planètes du secteur galactique 3, donc Bleu Peak, à chaque fois effectivement, donc il est apparu dans les armes vivantes, hein, vous voyez, et vous avez vous avez toutes les descriptions en fait des différentes planètes. Il y a eu un boulot extraordinaire. Il y a vraiment eu un boulot extraordinaire. Hein, donc, voilà, vous avez tout est décrit. Il y en a même, je ne me rappelle même plus, je remarquais, je ne sais pas si... Est-ce que j'ai lu tous les Valérian et Laureline? Oui, mais c'était il y a tellement longtemps. Voilà. Et franchement, un excellent boulot hein, alors pour compiler tout ça, pour donner sa description, pour vraiment un gros boulot. Là, je tire mon chapeau parce que... Et puis toujours avec, vous voyez, ces dessins qui sont absolument fantastiques et inspirants. Voilà. Bon. Voilà. Donc en fait, là, on va jusqu'où on va jusque la classe. Alors, les rencontres cosmiques, vous voyez, on revient sur un petit point de règle. Pourquoi? Parce que là, ça va être le petit point de règle. Quand vous voyagez, alors pas dans le temps, parce qu'on était dans la cosmographie, mais dans l'espace, vous pouvez effectivement avoir... Alors, on vous explique la règle, il faut lancer autant de dés que le numéro de secteur le plus éloigné, si les dés donnent au moins 6, etc. etc. Et vous pouvez avoir une rencontre cosmique qui va se passer avec les zones d'impermanence. Ça, c'est en fait, effectivement, des points entre lesquels les différents univers peuvent être connectés ou suffisamment proches, par exemple. Et voilà. Parce que là, on passe à la chronographie. Et je trouve que dans le bouquin, tout est vraiment bien amené. Je vais vous parler un peu de la chronographie du multivers qui, vous verrez, on a encore un gros boulot. Je le répétais et je le répéterai encore une troisième fois un peu plus tard, et peut-être même une quatrième. Donc la chronographie, bien que l'auteur nous explique, attention, moi je suis pas là pour vous expliquer le monde de Valérian et Laureline, eh ben on a quand même déjà pas mal de choses. L'univers alpha, donc c'est l'univers primaire, en fait, c'est l'univers dans lequel on vit.
Les mondes miroirs, ça c'est dès que vous faites une grosse bêtise en manipulant le temps sans le vouloir, bah, en fait, à chaque fois qu'il y a un personnage, c'est un pion, comment on l'appelle, le PEC, alors c'est pion sur l'échiquier cosmique, ça doit être ça. C'est un personnage qui a une importance historique, et s'il lui arrive quelque chose, si vous changez un point bien précis dans son histoire, eh ben, le futur, bah, ce sera plus le même. Et dans ce cas-là, en fait, le monde dans lequel vous êtes va dériver et s'éloigner un petit peu du monde de l'univers alpha. Et il va dévier, il va partir comme ça. Donc on crée un univers miroir parallèle qui va finir dans le grand dépotoir, qui est un énorme trou noir qui avale tous ces mondes miroirs. Donc en fait, vous avez les règles pour justement, en fonction des anomalies, vous apercevoir que vous êtes dans un monde miroir et il va falloir se barrer le plus vite possible parce que sinon, si vous en apercevez pas, ce qui est possible, et que plus le temps passe, et ben plus vous avez du mal à partir de ce monde miroir, hein, avec les différents effets qu'ils peuvent avoir. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, le PEC, c'est acronyme de pion sur le l'échiquier cosmique. On va vous parler également des relais spatio-temporels, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous allez pouvoir y trouver, où est-ce qu'ils sont installés. Vous voyez, les relais, il y en a à Plougastel, il y en a un dans la forêt d'Arelone. Donc là, vous voyez, vous avez à chaque fois la référence en fait de la BD où on en parle, où ils sont, comment les trouver, etc. Les autres relais à travers le cosmos, voilà. Et donc, pour la chronographie est beaucoup plus courte, mais bon, vous avez déjà pas mal de choses. Alors, on ne va pas vous décrire effectivement les différentes époques, hein, bien entendu. Là, vous en ferez ce que vous voulez et vous vous référerez à notre monde, notre bon vieux monde actuel. Et là, on va arriver sur un gros morceau qui sont les personnages non joueurs. Donc là, nous avons tout un paragraphe, un pan complet du bouquin sur tous les personnages non joueurs. Et comme là, il y a eu aussi un énorme boulot de compilation, d'invention, voilà. Donc on vous explique les PEC, comme je vous ai dit tout à l'heure, les figurants, hein, donc c'est vraiment les personnages non joueurs secondaires. Les personnages adverses non intrigants, en sachant qu'ils peuvent devenir intrigants et vous êtes opposé si le cerveau dépense des points, toujours comme je vous ai expliqué. Et là, vous avez, regardez ça, vous avez toute la liste des personnages alliés, des personnages adverses. Le fameux carnet d'adresses est derrière. Et là, franchement, vous avez énormément de personnages que vous retrouvez dans les différents BD. Le travail est, je ne sais pas combien il y en a, hein, vous voyez, vous le compterez si vous voulez. Le travail est assez faramineux. Vous avez Monsieur Albert, hein, un personnage iconique, hein, qui revient effectivement dans tous les albums là. Et vous allez regarder un personnage. Alors, les personnages alliés, vous les reconnaissez parce qu'ils sont en bleu, là, je crois, hein, les autres sont en rouge. Vous avez sa spécialité. Ce qu'il peut faire, en gros, c'est les services. Ça veut dire c'est les services qu'il peut vous rendre. Hein. N'oubliez pas les points de fiabilité, il y en a 2. D'ailleurs, ils sont tous marqués ici. Mais par contre, tous les personnages, les PNJ ont des tares. Enfin, les tares, ça va définir un peu leur personnalité et toujours un peu pour embêter vos joueurs, mais c'est vachement bien foutu. Par exemple, il est pantouflard, Monsieur Albert. Et vous avez 6 sur 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours pantouflard. Parce qu'en fait, pour que ça se déclenche, il faut faire plus petit. Alors, plus petit que le premier chiffre. Oui, c'est plus petit que le premier chiffre. Donc là, ça va toujours être le cas. Et sa tare, c'est quoi? Il lui est donc interdit de coopérer à toute action physique. Je crois que vous pouvez le forcer, mais ça lui fait baisser sa fiabilité, hein, je crois. Hein. Mais bon, voilà. Les remotivations, vous voyez, sur les personnages non joueurs alliés, vous avez, admettons qu'ils ont perdu de la fiabilité, ils n'ont plus trop envie de vous aider. Pour les remotiver, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Albert, vous allez l'inviter dans un bon restaurant et boire un verre en bonne compagnie dans un salon cossu, ou alors lui offrir une information. C'est des
c'est des exemples potentiels pour le remotiver et lui redonner ses points de fiabilité. Qu'est-ce que vous avez? Les décors associés, en gros, c'est là où vous allez pouvoir le trouver, dans la Terre du XXe siècle, par exemple, dans le Marais Poitevin, à Brooklyn, à Londres, voilà. Et des PNJ qui sont associés, hein, que vous allez qui ont eu un lien avec, le PNJ qui est décrit. Et vous voyez, vous avez ça pour chaque, vous avez Albéric le Vieil, vous avez ça sur tous les personnages. Alors là, par exemple, vous voyez, dans l'état, il est bizarre, mais là, il a que 4 sur 6. Donc il va falloir, si on fait 5 ou 6, bah, il n'aura pas la tare en question. Le style ésotérique d'Albéric l'empêche de coopérer à tout test social pour convaincre des PNJ plutôt cartésiens. Il passe pour un uluberlu. Donc si en fait il est amené à faire ceci, vous lancez un dé, si vous faites 4 ou 6, bah, il ne va pas le faire parce qu'il ne va pas pouvoir coopérer à cause de sa tare. S'il fait 5 ou 6, bah, tant pis, là il va pouvoir faire quand même il va pouvoir vous rendre son service. Et par exemple, son service, il a à fournir un artefact magique. Les remotivations vont être autre chose. Voilà, vous avez... Alors, les bagoulins, par contre, les bagoulins, vous voyez, ils sont en rouge. Donc, les bagoulins, en fait, c'est des antagonistes de Valérian et Laureline. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, eux, de différent? Unité quatuor, ça veut dire qu'ils se déplacent par 4. L'état d'alerte, ça, si votre personnage a à faire un bagoulin, en gros, si vous faites 5 ou en dessous, l'état d'alerte est déclenché. Il a 2 caractéristiques, comme je vous ai expliqué. Il a une force de 15 et une subtilité de 6. Ça veut dire que si vous attaquez d'une force brutale, eh ben, votre jet de difficulté pour lui résister, en fait, va être de 15. Il va falloir faire 15 ou plus. Il a des capacités spéciales qui sont ici. Il a des motivations. Il a des tares, hein. Il a aussi des tares. Eux, ils sont assoiffés. Ils ont tellement hâte de trinquer à leur victoire qu'ils ne s'embarrassent pas à capturer d'autres personnages que leur cible principale. Hein, genre, si l'emmène contre votre groupe, s'ils arrivent à en capturer un, bah, hop, ils s'en vont terminer. Enfin, ils s'en vont, si je fais entre 3 et 6, si le cerveau fait entre 3 et 6, ils vont partir. Ils vont estimer que maintenant, c'est le moment de faire la fête. Alors ça, c'est les bagoulins. Et vous avez effectivement tout un tas le calife, califon, les chiens de l'espace, le colonel Diol, le colonel Tloc, etc., etc. Tous des antagonistes, des personnages que rencontrent Valérian et Laureline dans les BD. C'est vraiment un énorme boulot. Vous voyez, vous avez un tas quand même. Hein, voilà. Donc moi, je tire quand même un grand chapeau là-dessus. Et j'aime bien ces histoires de services qu'on peut vous rendre, ces histoires de tares associées. L'Hyperprince, je me rappelle même plus de celui-là. L'Hyperprince, effectivement, 0 de force, 21 de subtilité. D'accord, ok, je vois un peu de genre. Voilà. Donc, ouais. PNJ, enfin, personnage, et ça va pouvoir vous aider à construire des aventures dans le style, dans le vrai style de Valérian et Laureline. Qu'est-ce que Valérian et Laureline, c'est pas juste un style de voyage dans le temps. On doit être vraiment dans le style de Mézières, avec, vous voyez, avec ces noms. Ils ont toujours les Camunix, ils ont toujours des noms, les Hermragal, l'Hyperprince, ça a toujours des noms un peu le grand truqueur. Toujours des noms fleuris, en fait, chez Mézières. J'aime beaucoup. Voilà. Et toujours avec ces dessins fabuleux. Miss Cynthia Westerley, bah, c'est elle, par exemple, elle a réussi à crétiniser, c'est dans Métro Châtelet, hein, crétiniser Valérian, par exemple. Voilà. Bon. On va pas aller jusqu'au bout, hein, parce que... les Schnarfer, Schroeder, qui est un personnage effectivement qui revient aussi, le superintendant du service spatio-temporel, les fameux Shingus. Shingus, ce sont des créatures iconiques de Valérian et Laureline. Le fameux Xombul, voilà, je cherchais tout à l'heure. Xombul, c'est un grand méchant qui apparaît, je crois, dans le premier, dans le premier album. Voilà. Allez, il y en a. Et ça s'arrête ici
pour passer à l'équipement, je vais vous parler un peu de l'équipement. Donc, je vais vous passer quand même rapidement sur l'équipement, mais je vais vous en parler un peu. Pourquoi? Parce que vous avez deux types d'équipements. Vous avez les gadgets. Les gadgets, vous allez pouvoir en obtenir en fait de Galaxy City en début de mission en fonction de votre grade. Et vous avez les artefacts, ça c'est les objets, l'équipement que vous allez pouvoir trouver en cours d'aventure. On a des attributs, on a des points de fiabilité. Les éléments passifs perdent un point de fiabilité, par exemple, à chaque utilisation. Quand on réussit, on fait une réussite excessive, bah, on abîme l'équipement. Vous voyez, par exemple, un effet de la réussite excessive. Et là, vous avez tous les attributs associés aux différentes pièces d'équipement que vous pouvez avoir. Donc là, vous avez par exemple les armes de tir, elles sont catégorisées. Par exemple, on va vous dire, il faut actif, c'est-à-dire qu'il faut décider de l'utiliser. Ça va de l'arc court au désintégrateur. Et par exemple, le désintégrateur, il ne va pas désintégrer, il ne va pas tuer un personnage. Il va lui infliger plus de points de souffle. Il va être dangereux à utiliser, mais il ne va pas désintégrer un personnage. Je crois qu'Hippolyte vient... Voilà. Il vient de se péter la gueule. Igor, qu'est-ce que tu fous? Et vous avez toujours... vous aviez des trucs tout simples, mais là, vous avez le lance-cocon, le lance des chasseurs, le sniark étouffant, le vrilleur encéphalographique. Vous voyez, les artefacts vivants, vous avez tout ce qu'on a, qu'on vous pouvez avoir vu dans les bandes dessinées, enfin une bonne partie, peut-être pas tout, mais une bonne partie. Les boissons, les monnaies, les poisons et les remèdes, les protections, parce que vous pouvez avoir des trucs magiques aussi, des trucs qui ne s'expliquent pas par la science, c'est un truc magique, c'est vraiment magique. Voilà. Bon, je vais pas tout vous lire, on n'est pas là. Donc là, vous avez les vaisseaux spatio-temporels. Donc le vaisseau XB, c'est le tout premier que vous pouvez avoir, et en montant de grade, vous pouvez obtenir le XB900, le fameux vaisseau de Valérian et Laureline. Les différentes options, comme je vous disais, en fonction de votre grade, vous allez pouvoir améliorer vos vaisseaux, et voilà. Et en gros, voilà. Donc maintenant, je vais vous dire deux mots sur le scénar, mais vraiment deux mots, parce que je ne veux pas spoiler, et après, je passerai à ma conclusion. Alors, j'ai eu encore une bonne surprise, en fait, dans Valérian et Laureline. Il est en train de foutre mes dés par terre, encore, c'est pas possible. Igor! C'est le scénario. Parce qu'en fait, plus qu'un scénario, on est face quand même à une mini-campagne. Vous voyez, c'est quand même... là, on se fout pas de nous. Souvent, en fait, dans les scénarios des livres de base, je suis un peu déçu parce qu'on fait qu'effleurer. Parfois, en plus, ils sont mauvais. Mais là... c'est une campagne qui est vachement intéressante, vachement dans le mood, dans le style Valérian et Laureline. C'est pas une mission lambda, en plus c'est une mission avec un grand enjeu, tout un tas de personnages un peu exotiques, des complots, là vous allez entendre un dé qui va tomber dans un escalier, voilà, c'est fait, et le chat qui court après. Donc des complots, quelque chose qui a un impact intergalactique, intertemporel. Enfin, je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment, moi, j'ai été assez enthousiaste à la lecture de ce scénario. En tout cas, si Leto a la bonne idée, et ça, j'aimerais bien quand même, que le jeu se vende bien, eh ben, peut-être qu'on aura d'autres campagnes, d'autres scénarios, et ça, vraiment, parce que s'ils sont de la qualité là, moi, je signe tout de suite, en sachant que ça se vend bien. En fait, ce fantastique bouquin vaut 39 €, ce qui est quand même un prix relativement tenu et contenu, je trouve. En tout cas, moi, enfin, bon, bref. Maintenant, ma conclusion. Alors, vous avez dû le sentir effectivement à ma présentation. Je suis assez
assez enthousiaste par Valérian et Laureline. Je suis assez enthousiaste par le travail fourni par Leto, par Laurent Lambourg, je n'arrive pas à me retenir son nom, je suis vraiment désolé, par Aurélien Allerini. Vraiment un super boulot. Avec des règles, ma foi, qui peuvent plaire ou pas, hein, parce qu'il n'y a que les personnages qui vont lancer les dés, c'est un système D6 cumulé, mais des règles relativement simples, hein. On est vraiment dans la BD, comme je disais, vos personnages ne vont pas... Des règles simples, mais pas simples... Enfin, le truc qu'on dit simple, mais pas simpliste, ça, vous l'entendez à peu près partout. Non, je veux dire que c'est des règles simples, mais qui ont quand même derrière, et c'est pas que des petits jets de dés, comme il y a du boulot derrière, hein. C'est vraiment chouette. Ça couvre à peu près toutes les comment dire, les champs de compétences de vos personnages et les situations qu'ils peuvent rencontrer. Hein. Vous avez des règles pour les voyages spatiaux, les voyages temporels, j'aime beaucoup les règles du cerveau avec ses points d'avance qui peut truquer les dés, etc. Alors, bien sûr, il y en a qui pourront très bien ne pas aimer parce que vos personnages ne mourront pas, hein, jamais. A priori, à moins que le cerveau le décide, mais il lui faudra une bonne raison. Mais en tout cas, par la technique, par les règles, ils ne mourront pas. Et là, on est dans l'esprit bande dessinée, hein, clairement. Hein, on ne meurt pas dans une bande dessinée, en tout cas, pas dans la Valérian et Laureline, et pas non plus, si on prend dans les Astérix, par exemple, non plus. Donc, on est vraiment pour garder cet esprit bande dessinée. Les règles sont faites pour. Donc pour moi c'est une réussite, c'est une vraie réussite. Alors en sachant que qu'est-ce qui vient avec, il vient un écran. Alors c'est ce qu'on peut appeler un micro-écran, hein. En général je suis pas trop gros fan des micro-écrans, mais bon, vu que vous n'avez pas à lancer les dés, est-ce qu'il va, bon, j'aurais préféré peut-être un petit, je suis pas un fan des micro-écrans, mais bon. Vous avez pas mal de choses. Alors, on est quand même dans des règles un peu narrativistes, hein, aussi, hein, bien sûr, hein, avec les réussites, les échecs excessifs, etc. Il va falloir le décrire un peu. Mais c'est pas du narrativiste pur, hein. Vous êtes vraiment avec des jets de dés. Des jets de dés obligatoires, hein, et non pas seulement, on n'est pas là autour de la table pour se raconter une belle histoire. Enfin, si. Enfin, on est là autour de la table, surtout pour s'amuser. Et voilà ce que je peux vous dire sur Valérian et Laureline. Enfin, j'allais dire Valérian et Laureline, parce qu'il aurait pu s'appeler Valérian et Laureline. D'ailleurs, en fait, il y a une version luxe collector qui s'appelle Laureline. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sans Laureline, Valérian n'existe pas. Voilà, en tout cas, un excellent jeu. Je pense vraiment, j'ai vraiment envie de le mener à ma table un de ces jours. Ça va pas être pour tout de suite, mais franchement, un excellent jeu. Voilà ce que je peux vous dire sur Valérian. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit coucou d'Igor. Et portez-vous bien et bon jeu. Merci à toutes et merci à tous.